Oui, bon, d'abord de façon générale, je ne suis pas un européanophile délirant, plutôt mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Alors, une des raisons, qui n'est pas une bonne raison, parce que l'Union européenne, c'est une chose en soi, et les organes de l'Union européenne, c'est autre chose. Mais il se trouve quand même que l'Union européenne, elle s'exprime par ses organes, et que par certains de ses organes, c'est insupportable. Et spécialement la Cour de justice. Et alors, je connais le mieux, évidemment, la Cour de justice, dans ses rapports avec l'arbitrage, c'est scandaleux, je l'ai écrit, hein, c'est scandaleux, scandaleux. Ce sont des arrêts qui sont purement politiques, qui sont destinés à écarter l'arbitrage parce que c'est une matière qui leur échapperait. Donc, ou bien ils le tuent, ou bien ils s'en emparent. Et donc l'arrêt Achmea et les arrêts qui ont suivi, je veux dire, sur le plan du raisonnement, c'est honteux, c'est honteux. Tout le monde, tous les commentateurs l'ont dit. Ce sont des sophismes, ce sont des contradictions. On n'a pas le droit, quand on est la plus haute juridiction de l'Union européenne, même si les buts politiques étaient défendables, je n'en sais rien, on ne doit pas écrire n'importe quoi quand on est une telle juridiction, donc c'est honteux, c'est honteux. Voilà. Et le dernier arrêt, je l'ai commenté, au cahier de l'arbitrage, c'est l'arrêt London Steamship, c'est encore pire qu'Achmea. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est pour tuer l'arbitrage, pour tuer l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, Bruxelles 1 bis et 1 et 1 bis, l'arbitrage n'est pas concerné. Donc l'Union européenne n'a rien à dire, et puis alors du coup il va se développer tout un droit et des rapports et des sentences qu'on va reconnaître ou pas. Donc ça leur échappe. Ça leur est insupportable. Ça leur est insupportable. Et donc ils ont condamné dans cette affaire le Royaume-Uni, qui avait reconnu une sentence arbitrale rendue au Royaume-Uni, à reconnaître un jugement espagnol disant diamétralement le contraire. C'est-à-dire qu'il aurait effacé, on oblige le Royaume-Uni, État souverain, à effacer, enfin on lui supprime un arrêt parfaitement conforme au droit anglais, et à vrai dire aussi au droit européen, mais là il discute. Enfin en tout cas il existe, même s'il n'était pas conforme au droit européen, il existe, c'est un arrêt de la Court of Appeal et la Chambre des Lords. Il oblige l'Angleterre à effacer cette décision pour lui substituer une décision espagnole contraire. C'est gonflé. Avec des raisonnements qui sont des sophismes. Donc voilà. Alors pour en revenir au droit international privé, et puis après j'aurais dit quelques mots de la Commission, mais c'est pas la peine. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait en droit international privé soit mauvais, parce qu'en plus il y a eu des tas de réflexions préalables, des groupes de travail, etc., etc. Ce sont peut-être des bons règlements, mais du coup ça ne m'intéresse plus. Parce que justement, c'est le contraire de ce qu'était le droit international privé que j'avais connu comme étudiant, et comme enseignant d'ailleurs aussi pendant longtemps, c'est-à-dire un système logique, et pas appliquer des règles, des textes tout écrits. Donc j'imagine enseigner, enfin d'après quelques collègues effectivement, enseigner le règlement Rome 2, c'est pas, enfin c'est pas inintéressant, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc effectivement, je me suis un peu, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis éloigné du droit international privé. L'autre étant l'arbitrage, qui a pris de la place. Voilà. Et peut-être traversant ces deux moments,
une attention toujours à la procédure. Oui. Alors l'article sur l'autorité de chose jugée, mais pas que, en fait, depuis plus longtemps. Est-ce que vous voudriez... Bah, c'est un peu le même esprit que le droit international privé, en fait, la procédure, je trouve. D'ailleurs, ma fille, qui est prof à Paris 2, alors elle n'aurait pas voulu faire du droit international privé parce qu'on ne va pas faire la même matière que papa, mais ce qui l'a intéressé le plus, c'est la procédure, et c'est ce qu'elle enseigne. Et d'ailleurs, souvent, je l'appelle pour lui demander son point de vue sur un problème de procédure. Et puis dans l'arbitrage, on rencontre des problèmes de procédure, même si ce n'est pas les règles du Code de procédure civile, parce qu'elles ne s'appliquent pas dans l'arbitrage, enfin, la plupart, mais il y a quand même des problèmes de procédure. Ou pour écrire un article. La procédure, c'est vraiment une matière fondamentale, je trouve. Et même en droit international privé, on a dit que, certains ont dit que vous aviez une approche contentieuse du droit international privé, pour dire que vous vous intéressiez aux problèmes de droit international privé lorsqu'il y avait un litige. Oui, alors ça me permet de revenir, parce que je n'avais pas dit grand-chose, à mon cours général, parce que une relation privée internationale, par tel ou tel élément, voilà, elle touche à plusieurs pays. Et on se demande, par exemple, alors je donne cet exemple dans le cours, d'un accident de la circulation à La Haye, mais l'auteur de l'accident est un Français, domicilié en France. Est-ce qu'il est responsable? Voilà. Il est l'auteur, mais est-ce qu'il est vraiment responsable au sens juridique? Alors, si l'affaire se plaidait à La Haye, le juge néerlandais appliquerait sa règle de conflit de loi qui désignerait le droit néerlandais, disons. Et ça entraînerait telle solution. L'auteur, enfin, le français est responsable et doit des dommages-intérêts. Mais devant un juge français qui applique la règle de conflit de loi française et qui désigne peut-être la loi française, je ne sais pas. Bref, il arrive au résultat opposé. Quelle est la vérité? Est-ce que cette personne est responsable ou pas responsable? Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Que relative. Selon qu'on est devant le juge hollandais, c'est telle vérité. Selon qu'on est devant le juge français, on a telle autre vérité. Et la vérité finale, à vrai dire, alors le juge c'est déjà essentiel, parce que ce qui compte, c'est quel est le juge compétent. S'il n'y en a qu'un des deux qui est compétent, c'est cette vérité-là. Et donc, il faut toujours, je dis ça, il faut toujours passer par la supposition de la saisine d'un juge. Mais finalement, ce qui va être le plus déterminant, parce qu'on peut avoir deux jugements contraires, c'est la contrainte. Quel est l'ordre juridique qui a la possibilité de faire prévaloir son point de vue par la contrainte? Donc c'est une approche non seulement contentieuse, mais même coercitive. Voilà. Est-ce que ça, on pourrait l'intégrer dans une philosophie plus générale, peut-être réaliste? Je ne sais pas si c'est lié, mais quand vous dites le mot réaliste, ça ne peut pas ne pas m'interpeller. Il y a un auteur que je n'ai pas vraiment lu, mais dont je connais la théorie, et j'adhère à cette théorie. C'est Holmes, Justice Holmes. Donc c'est le réalisme américain, enfin dans sa phase initiale, parce qu'après elle s'est complètement dégradée. Et qui consiste à dire que la règle de droit, en vigueur dans un ordre juridique, sur un sujet quelconque, c'est celle dont on peut prédire qu'un juge l'appliquerait s'il était saisi. Voilà. Et je crois que c'est... j'adhère à ça. Un texte de loi, par exemple, eh bien, son rôle, c'est de permettre une très grande prédictibilité, très forte, sur ce qu'un juge dirait s'il avait à résoudre un
problème que cette règle vise. Voilà. Alors, et ça vaut donc pour toutes les sources du droit, jurisprudence, etc. Mais l'existence de la règle résulte de ça. Si on ne pouvait pas prévoir du tout ce qu'un juge dirait, c'est-à-dire quelle règle il appliquerait, quelle règle il appliquerait, je dirais que cette règle n'existe pas. Ce qui contredit ce que j'ai écrit dans ma thèse sur l'absence de lacunes en droit, qui résultait d'un raisonnement très logique, qui n'intégrait pas du tout ce facteur-là. Et donc ça veut dire aussi qu'une règle, elle existe plus ou moins fortement, parce que on peut penser qu'il y a 90% de chances que un juge, c'est pas dans un cas précis qui se pose réellement, hein, c'est une interrogation qu'on se fait pour enseigner le droit, voilà, quelles sont les règles, 90% de chances qu'un juge dirait que la règle c'est ça. Et quand on est à 50-50, en fait c'est zéro. On ne sait pas. On ne sait pas, donc il n'y a pas de règle. Pourquoi ? Il y a quand même des raisons. Hein. Parce que la règle, elle cherche à dicter nos comportements. On vit sous les règles en fonction des règles. Or, la règle, elle n'existe vraiment, elle ne peut nous concerner vraiment que si un juge est disposé à l'appliquer. Si le législateur a édicté une certaine règle, mais qu'on sait que les juges ne l'appliquent pas, trouvent des moyens intellectuellement douteux, mais voilà, ils ne l'appliquent pas. La vraie règle, c'est ce que les juges font. C'est pas des textes. Et donc là, c'est tout à fait le réalisme à la Holmes, parce qu'il y a d'autres formes de réalisme. C'est exactement l'opposé de Kelsen. C'est-à-dire, ça part pas d'en haut, en en découlant. Ça part plutôt d'en bas, même à la limite de la contrainte. Bon, c'était quasiment une parenthèse. Je suis intéressé à la preuve parce que dans l'arbitrage, la plupart du temps qu'on passe, c'est sur des problèmes de preuve. Et donc, je me suis intéressé, ça c'était pour les mélanges Audy, à la différence, Bernard Audy, Mathias n'en a pas encore, à la différence entre l'approche disons anglaise, parce que c'est la plus purement, voilà, plus pure dans son genre, et française, qui est aussi probablement la plus pure dans son genre, mais sur ce procédé de preuve particulier qu'est le témoignage, où il y a une opposition vraiment extraordinairement frappante entre l'approche française qui consiste à dire enfin ils le disent pas, mais en gros c'est un peu l'idée, c'est les témoins mentent, puis ça prendrait du temps de les entendre, donc à la rigueur les attestations on l'admet, mais comme on peut pas tester l'honnêteté du témoin, finalement on va pas non plus y attacher tellement d'importance à l'attestation, d'ailleurs c'est probablement préférable, et donc voilà, 0 pour le témoignage. Pour les Anglais c'est la preuve essentielle. Et ça leur vient, parce que je n'approuve pas non plus totalement leur attitude, ça leur vient du fait qu'autrefois, et même il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était un jury, même en matière de droit privé. Et donc le jury, il ne va pas lire des mémoires, etc. Il va entendre des témoins. Et donc, postulat, le témoin dit la vérité. Sauf si, en cross-examination, il a été coincé. On a vu que c'était pas la vérité. Ou si un autre témoin dit le contraire, et à ce moment-là, on verra lequel des deux, mais pas les deux, évidemment, dit la vérité. Donc ça, c'était un article sur la preuve. Un autre, c'est la loi applicable à la preuve en matière devant l'arbitre. Et je crois qu'il n'y a pas de loi applicable à la preuve devant l'arbitre, voilà, en gros. Donc c'est un article assez court.
Et l'autre, le dernier, c'est pour des mélanges, et où je m'intéresse alors particulièrement, et d'ailleurs, pas seulement pour cet article, mais de façon plus générale, quelque chose que je trouve absolument fascinant, qui est le standard de la preuve. Fascinant parce que c'est une notion fondamentale dans la common law, et totalement ignorée dans la civil law, peut-être pas dans tous les pays, et peut-être pas en Allemagne notamment. Mais récemment, j'étais dans une réunion avec des collègues, un comité de rédaction, et comme j'avais parlé de ce thème, évoqué ce thème, le standard de la preuve, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as à dire sur le standard de la preuve? Donc je dis un peu. Et j'ai vu un scepticisme insultant. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça n'existe pas. Alors, je dis, ça existe quand même dans la moitié du monde. Non, ils disent n'importe quoi. C'est simplement la conviction, enfin, l'intime conviction. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Tout ça, on n'a pas besoin de standard de la preuve puisque c'est l'intime conviction. Et donc, voilà, où je suis convaincu, où je ne suis pas. Et j'ai convaincu personne là-dessus. Personne. Et enfin, je donne l'impression un peu de... Bon, il faiblit un peu, Pierre. Voilà. Bon. Mais ça, c'est un thème vraiment très intéressant. Et en plus, outre la notion que nous ignorons, sur le standard, quel est le bon standard? Alors, les gens de common law, enfin c'est... je ne sais plus le nom de... Bon, peu importe, le grand lord anglais qui a inventé ça en 1947, Lord Denning. Lord Denning, que c'est le standard, c'est more probable than not. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je suis l'arbitre ou le juge, je ne sais pas ce qu'il en est. Il y a des arguments dans les deux sens, des preuves dans les deux sens. Le demandeur a la charge de la preuve, mais il suffit qu'un tout petit chouïa de probabilité, de possibilité, dans un sens, dans le sens donc du demandeur, pour que je lui donne raison. Ce qui réduit pratiquement la charge de la preuve à quasiment rien. Alors que dans la civil law, en fait, on a un standard de la preuve, mais on ne le dit pas, on ne le sait pas. Mais quand on interroge les juges, c'est certitude raisonnable. Le demandeur a la charge de la preuve, et s'il invoque par exemple le fait que il veut récupérer l'argent qu'il a prêté à un ami, lequel ne veut pas lui rendre, ni l'existence du prêt, eh bien, il suffira de penser, oui, finalement, je crois plutôt le demandeur, alors qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuve très convaincante, mais je pense que finalement, c'est un tout petit peu plus probable qu'il y a eu un prêt et donc qu'il doit rendre. Et voilà. Et ça c'est la solution de common law. Et je trouve ça très choquant, parce qu'on va conduire quasiment une fois sur deux une personne qui ne doit rien, à qui on n'a pas prêté d'argent, à le donner à l'autre partie. Il est plus grave, ça c'est un auteur américain qui l'a vu, bien qu'il soit très more probable than not, ou preponderance of evidence. Il a vu qu'il est plus grave de condamner un défendeur à tort que de débouter un demandeur à tort, et encore je mets à tort entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait une preuve suffisante. Voilà, donc la preuve. Et sur l'autorité de chose jugée, l'article au Mélengeron, est-ce que vous voulez en dire Ce que je me rappelle de... Est-ce qu'on peut dire oui, ce que je me rappelle de... On peut dire ça. Ce que je me rappelle de cet article, c'est surtout l'idée que l'autorité négative de choses jugées, ce n'est pas un résultat, quelque chose d'apporté par le jugement lui-même, c'est quelque chose qui résulte du fait qu'il y a déjà eu
un procès sur le même objet. Et donc c'est exactement la même chose que l'estoppel, cause of action estoppel des Anglais. Et la preuve, c'est que si on lit l'article 1351 du Code civil, à moins qu'il ait changé de numéro, il n'a pas changé, tant mieux. 1355. Quelles sont les conditions de l'autorité de chose jugée? Que la chose demandée soit la même, pour la même cause, et entre les mêmes personnes. Les mêmes de quoi? Que celles qui sont là maintenant devant le juge, et que celles qui étaient devant le premier juge. Il n'est pas question du jugement dans cet article. Le jugement n'est pas concerné. C'est en fait ne bis in idem. On ne doit pas refaire le même procès. Donc ça, c'est une idée qui n'était pas tellement, je crois, répandue. Et par ailleurs, j'approuvais, plutôt minoritaire, je crois, l'arrêt Césario. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet article en procédure interne, où vous n'aviez pas vraiment écrit avant, sauf si... Non, je n'avais pas écrit avant. Je ne sais plus. Mais c'était pour les mélanges en l'honneur du doyen Héron. Donc ça a pu me mettre sur cette voie. Et puis, j'avais dû parce qu'en fait, l'essentiel des articles que j'ai pu écrire, ça me vient de la pratique. Donc, notamment dans l'arbitrage, on voit plein de problèmes très intéressants. Et donc, j'avais dû voir celui-là. Et puis, l'aspect de droit comparé, droit anglais, droit français, qui voit les choses apparemment de façon très différente. Est-ce que vous diriez que vous avez essayé de comprendre ce qu'était cette convention particulière, qui est la convention d'arbitrage, encore en appliquant ce raisonnement conceptuel qui était au cœur de vos travaux? Oui, par exemple, sur la circulation de la convention d'arbitrage, eh bien, le fait d'y voir un accessoire du droit, enfin un élément du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel, me dictait les solutions. Et par exemple, eh bien que souvent, il ne s'agit pas de circulation. Parce que si par exemple une partie à un contrat qui contient une clause compromissoire cède une créance née de cette convention, du contrat, il la cède avec tous ces éléments qui seront pertinents en cas de litige, et donc notamment le fait que s'il y a un litige sur cette créance, on ira à l'arbitrage. Et donc ça vient du fait que la convention est accessoire, disons, de la créance, mais elle n'est pas cédée, parce qu'elle reste dans le contrat, et que pour les autres créances qui restent entre les deux parties initiales, est toujours applicable. Donc c'est pas de la circulation. Enfin, en tout cas, c'est pas de la cession. Donc, effectivement, de même, voir en elle, la convention d'arbitrage, un contrat distinct, me paraît aller trop loin, je dirais. Elle a une certaine autonomie, sur plusieurs aspects, mais c'est pas un contrat distinct, c'est quand même, elle fait partie de ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et donc, ça fait partie du contrat. Et de voir un contrat distinct, ça pourrait entraîner à des conséquences complètement logiques, que chacun vivrait sa vie de son côté, et c'est pas le cas. Voilà, par exemple. Mais c'est encore, enfin, on a l'impression que dans ces articles, c'est une tentative d'éclaircissement des concepts fondamentaux qu'on utilise à ce moment-là dans l'arbitrage. Oui, c'est peut-être un peu ma tendance de vouloir éclaircir des choses plutôt fondamentales. Voilà. Voilà. Peut-être si il y a des points sur lesquels vous sentez que ça pourrait être intéressant, des points qui ont traversé votre œuvre, votre carrière, qui la traverse encore.
lames de fond qui ne sont pas immédiatement accessibles. Je crois pas. Enfin, je ne vois pas plutôt. Il y en a peut-être, mais ça serait à la limite vous qui seriez mieux placé pour le dire. Moi, je vois pas. Je dirais, c'est pas tout à fait la question, mais je remarque que très souvent, quand j'ai une idée, c'est parce que j'ai entendu quelque chose qui m'a paru faux. Et c'était le cas pour ma thèse. Et à vrai dire, pour la plupart des choses que j'ai écrites, je lis ou j'entends quelque chose qui paraît d'ailleurs éventuellement communément admis. Ça va pas, ça. Et c'est le point de départ. Alors donc ça peut être extrêmement divers et donc je pense pas qu'il y ait une autre unité que celle-là.